Salut à tous, j'ai vu de la lumière, je suis entré tout simplement parce que demain, demain il y a une grille à valider, c'est la grille numéro 84 du Parion Sport, l'Autofoot 15 et il y a 500 000 euros à gagner. Alors on s'est dit pourquoi pas ne pas avancer, notre dernière émission qu'on avait prévue jeudi prochain, mais pour cause, on l'a fait ce soir et voilà pourquoi nous sommes ce soir devant vous, avec moi comme d'habitude, mais... Père Noël, Pascal, bonsoir Père Noël. Bonsoir, vous êtes dans le thème puisqu'effectivement il y a 2 jours on a fêté l'arbre de Noël des avocats et j'étais le Père Noël. Ah ben voilà. Père Noël, Patrice Basile est là également, bonsoir Père Noël. Bonsoir, j'espère qu'on va pouvoir amener beaucoup de sous à nos parieurs préférés. C'est le but, et puis on a également le Père Noël, Guillaume Michaud, Veillet. Bonjour à tous, Michaud Juillet, exactement. Et puis voilà, on espère pouvoir faire des achats avec la cagnotte. On espère pouvoir justement vous rendre heureux, un peu plus heureux ce soir avec cette grille qui va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Vous allez la voir, cette grille numéro 84, je le rappelle, du Parion Sport, l'Autofoot 15. Il y a 500 000 euros à la clé, bien évidemment 14 rencontres à pronostiquer. Et pour la plupart d'entre elles, ce sont des rencontres de Ligue 1 puisqu'il y a cette dernière journée avant la trêve. Lorient, Paris Saint-Germain, Marseille, Reims, Nice, Lens, Bordeaux, Lille, Saint-Étienne, Nantes, Monaco, Rennes, Lyon, Metz. Vous avez également Montpellier, Angers, Troyes, Brest, Clermont, Strasbourg, Athletic, Bilbao, Real Madrid, Empoli, Milan AC, Naples, Spezia, Calcio et Grenade contre l'Atlético de Madrid. Voilà donc le programme de cette grille que nous allons tout à l'heure décrypter bien évidemment avec nos amis. On va faire aller rapidement, messieurs, un petit tour de ce qui s'est passé durant la semaine, les semaines dernières, notamment la Coupe de France. Pas de surprise particulière, sauf quand même Metz qui se fait éliminer par un club de national. Oui, c'est vrai que cette Coupe de France, c'est son histoire, c'est son ADN, c'est de créer la surprise. Il n'y a pas eu trop de surprises, comme tu l'as dit, Ronny, pour les gros, mais c'est vrai qu'il y a certains clubs qui sont passés même par les tirs au but pour s'en sortir. C'était pas facile. Donc ça reste encore le charme de la Coupe de France. Ces petites surprises. Alors moi j'aimerais évoquer avec Patrice Basile autre chose que la Coupe de France. Cette fois je voudrais parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Eh oui, un double tirage, le Paris Saint-Germain qui va devoir affronter Manchester et le Real de Madrid pour le coup. Oui, là on a eu droit à un double tirage. C'était Noël avant l'heure pour le PSG. Non mais c'est scandaleux. Moi je dis qu'à ce niveau-là, avec l'importance que ça a, c'est de faire un tirage comme ça, je comprends pas, personne n'a compris, donc c'est vrai qu'on est passé du chaud au froid. En tant que PSG supporter, j'aurais préféré Man U. Bon, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la Ligue des Champions. Donc Real Madrid, allez, si c'est maintenant, ça doit être maintenant. Et puis voilà, on verra bien. Guillaume Michaud, qu'est-ce qui bruisse en matière de transfert? On va rentrer dans cette période de mercato hivernal. Il y a quelques joueurs dont on attend la fin de contrat, notamment celui de Kylian Mbappé, en tout cas pas sa fin de contrat. La fin de contrat c'est en juin prochain, mais à partir de janvier, il sera libre de signer dans le club de son choix. Va-t-il, selon vous, re-signer au Paris Saint-Germain? Alors c'est vrai qu'en plus il y a la fameuse affiche Real Madrid à PSG qui va peut-être peser un peu dans la balance, mais je pense qu'il aura pris sa décision avant janvier. Et malheureusement, je pense qu'il partira à Real. J'ai entendu des petites rumeurs. Je sais pas si vous avez entendu la même chose par rapport au PSG. Apparemment, ça se passe pas bien en interne par rapport au comportement de certains. Et on va être honnête, Kylian, globalement. Quelques problèmes de discipline dans le vestiaire parisien. Et bon, en soi, c'est pas étonnant. Et peut-être ça se répercute sur le terrain d'ailleurs, je pense. Et Kylian, si vous le connaissez un peu, c'est quelqu'un qui est très professionnel depuis très jeune. Il était déjà à fond sur l'hygiène, sur la nutrition. Voilà quoi, c'est quelqu'un qui triche pas trop. Il est assez structuré au niveau de ses entraînements, etc. Donc je pense que c'est peut-être ça qui va jouer dans sa décision. Donc s'il n'y a pas de changement de PSG, je ne crois pas qu'il va rester, malheureusement, pour le championnat. J'ai quand même une petite précision. Il y a quand même un élément qui peut, à mon avis, changer sa décision, c'est l'arrivée ou pas d'un Zidane, par exemple, à la place de Pochettino, parce que je pense que s'il y a un problème dans le vestiaire, c'est aussi beaucoup à cause de Pochettino. Parce que Pochettino, clairement, n'arrive pas à gérer ce vestiaire. Et tous les problèmes qu'on voit sur le terrain, c'est probablement ça. C'est un problème de rigueur, de discipline, de tout ce que peut amener un Zidane, par exemple, ou un autre. Même un Ancelotti peut amener ça. Donc aujourd'hui, je pense que PSG a véritablement un choix à faire à ce niveau-là, parce qu'avec toutes ces stars-là, à un moment donné, ça va exploser s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui tient la baraque. Moi, je crois que sa décision est prise.
Zidane ou Kylian? Kylian, je pense que comme tu l'as dit, c'est un professionnel. Donc il va faire le job pour pouvoir amener le PSG au plus loin. Mais pour moi, sa décision est prise. Il ira sans difficulté. C'est vrai que les supporters parisiens peuvent espérer. J'ai entendu Leonardo aller continuer à faire de tout bois partout médiatiquement pour mettre un peu de pression. Mais je pense que voilà, il a une éducation qui permet d'attendre, de ne pas allez, le match contre le Real, ça va être compliqué. Donc il va faire ce qu'il faut, mais il partira. Moi, je pense pas que il va communiquer sa décision, mais sa décision est déjà prise. En tout cas, les amis, nous, on va partir justement à la conquête des 500 000 € prévus sur cette grille numéro 84 du Parion Sport Loto Foot 15. Et on va commencer par le premier des 14 matchs. Il s'agit de Lorient-Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a été battu que 9 fois par Lorient. Et donc, justement, Lorient qui a mis fin l'an dernier à une série de 13 matchs sans victoire face aux Parisiens. On va regarder d'ailleurs l'historique des rencontres entre les deux formations. Regardez le Paris Saint-Germain qui mène largement 20 victoires à 9 pour les Lorientais. Il y a eu 5 matchs nuls au passage, messieurs. Moi, je vois une victoire du Paris Saint-Germain pour finir en beauté cette première partie de saison. Maître Pascal. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit juste avant, on a une équipe qui est essentiellement portée par la bonne efficacité de Kylian Mbappé depuis le début du championnat. Face à une équipe très, très moyenne, s'il fallait renverser ou changer un peu le cours de l'historique, ce ne serait pas sur ce match-là qu'il fallait compter sur Lorient. Moi, je pense que tranquillement, comme tu l'as dit, voilà, PSG va pouvoir terminer aller confirmer son petit titre de champion l'automne par une belle victoire à l'extérieur face à une très modeste Lorient en ce moment. Bon, c'est clair que quand on s'appelle PSG, on n'a pas de match facile. On se rend compte que chaque fois que PSG joue contre une équipe, quelle que soit l'équipe se donne à fond, à 140% s'il faut, 200%. Mais franchement, Lorient, depuis quelque temps, est tellement fade, tellement insipide, tellement sans saveur, si je puis dire, que je crois que ça va être vraiment le choc des extrêmes et que PSG va avoir un match assez facile, mine de rien, parce que je pense qu'il rencontre Lorient à une période où vraiment Lorient est à son plus bas niveau, techniquement et même au niveau de ses prestations dernières. Lorient n'a pas gagné un match, donc même si c'est le PSG en face, je pense qu'ils vont couler sur ce match. Donc je pense que PSG est largement favori, je le mets sans aucun problème vainqueur. Quel temps fait-il dans le ciel des Merlus en ce moment Saint-Ouen-en-Breton, il pleut tous les jours. Il y a 5 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont la dernière en Coupe de France contre le Stade Rennais, 1-0. Donc ça va pas très bien, ils sont parmi les derniers. Et de l'autre côté, c'est qu'on a Paris Saint-Germain qui eux, ils ont eu 2 nuls il y a quelques temps, mais depuis les 3 derniers matchs, il y a 3 victoires contre Bruges, contre Monaco et puis une victoire en Coupe de France contre une équipe modeste de Feigne. Donc Paris clairement favori, il est parti pour l'emporter. Après, les 2 petits bémols, c'est que Paris a perdu l'année dernière contre Lorient, à peu près à la même période de l'année. Et le deuxième truc que je rajouterais, c'est qu'ils vont bientôt partir en vacances. Est-ce qu'ils vont peut être un peu démobilisés, ils ont des points d'avance. Finalement, s'ils partent avec un match nul, ce sera pas si mal que ça, même si on va critiquer, voilà quoi, il reste loin devant. Donc je vais tenter le nul quand même pour voir, et puis victoire de Paris, sinon assez logiquement. J'ai un ami que j'ai vu ce matin du côté du Moule qui m'a dit, ouais, quand il y a des émissions là tous les soirs, mais ils ne sont pas qu'à prendre un risque. Alors messieurs, s'il vous plaît, vous prenez des risques ce soir. On s'est concerté en amont, avant l'émission, Guillaume Michaud, Patrice Basile et moi, et on a décidé que votre client, vous le saurez en toute dernière partie d'émission. C'est pour vraiment tester votre façon de plaider. Hein, vous éprouvez. Dans les urgences. Voilà, on va voir comment. Comparution immédiate. On va mettre en place une procédure de comparution immédiate pour le client. Donc ce sera en toute fin de partie, bien évidemment en toute fin d'émission. On va poursuivre avec, après le Paris Saint-Germain, en général, il y a souvent l'Olympique de Marseille. Eh bien oui, les Marseillais qui reçoivent Reims. Marseille qui a remporté son dernier déplacement à Reims, les Olympiens qui restaient sur 2 défaites de rang face à cette équipe rémoise. Pour le coup, moi je les vois encore une fois vainqueurs, même si Reims est capable d'aller brouiller un peu les pistes là-bas, puisque Reims est souvent à l'aise à l'extérieur. Maître Pascal Bon. Ben, vous l'avez dit très justement, moi je reste encore sur le Reims-Lyon, à l'extérieur je crois aussi, c'était un 2-1. Voilà, donc il va falloir que nos amis Marseillais puissent prendre ce match avec beaucoup de sérieux, parce qu'on peut avoir effectivement sous les contres, voilà, Marseille va avoir le ballon,
J'ai pas trop aimé la première mi-temps en Coupe de France. Il a fallu après courir après le score, se faire. Voilà. Et souvent, je remarquais que contre mon PSG ou Kylian marque dans les 5 premières minutes, Marseille a toujours l'habitude de démarrer mollement et des fois ils sont obligés de courir après le score avant d'emporter la victoire. Donc cette fois-ci, un dauphin, et s'il veut être aussi un dauphin d'automne, il va falloir qu'il mérite ce titre-là avec une victoire à domicile. Donc quand même une victoire de Marseille, mais attention au piège rémois. J'avoue que j'ai été assez impressionné par la prestation de Marseille contre Strasbourg. Ils ont livré vraiment un très beau match. Et je crois que c'est vraiment cette fois-ci, je pense qu'ils ont trouvé le ton. Mais de toute façon, Marseille, tout comme Lyon avec Paqueta, a une sorte de Payet dépendance, ce qui fait que ou Payet joue ou Payet ne joue pas, mais c'est pas la même équipe en face. Donc je pense que contre Reims, où Payet sera aligné, Marseille devrait faire un bon match, même si Reims, effectivement, est une équipe pétillante par définition, qui a eu des hauts et des bas et qui est plutôt dans le haut en ce moment. Et toujours avec son fameux Ekitike qui n'arrête pas de marquer et qui est très efficace devant. Mais je pense qu'au stade Vélodrome, Marseille, après avoir livré cette prestation contre Strasbourg, je mets un peu la Coupe de France à part parce que c'est une compétition qui est très différente du reste. Donc je pense que Marseille devrait gagner ce match assez facilement. C'est vrai que ça risque d'être un beau match. On a deux belles équipes. Sur les 5 derniers matchs, il y aura 4 victoires d'un côté, une défaite de l'autre. Et c'est pareil côté rémois. Avec Marseille qui a perdu contre Brest il y a quelques temps à domicile. Mais mis à part ça, ça marche relativement bien. Moi, je vais quand même tenter la victoire de Marseille parce qu'ils m'ont vraiment impressionné à Strasbourg. Je ne m'y attendais pas. J'ai mis une victoire de Strasbourg assez facilement. Et là, ils m'ont bluffé. Milik a marqué en coupe, ce qui est assez encourageant, je pense. Et Reims, voilà, ils font des petites victoires, mais c'est pas ce que j'attendais. Je les attends pas à ce niveau-là. Donc je vois Marseille pour moi, personnellement. Marseille pour Guillaume Michaud. Nous poursuivons avec le match numéro 4, le match qui oppose Nice à Lens. Nice qui a remporté les 3 derniers actes de cette saga. Moi, je vois bien un match ouvert. Du coup, un pronostic ouvert également. Victoire de part et d'autre pour moi. Moi également, j'ai vu un peu la même chose dans ma boule de cristal. Il y a Nice où ça va un petit peu mieux. Ils ont eu un petit passage à vide ces quelques matchs, juste avant les derniers où ils se sont rassurés. Ils ont la qualité technique, ils ont l'effectif, ils ont aussi l'entraîneur. Mais il y a un petit jeu dans ce point qui peut troubler. Donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir soit une victoire extérieure de Lens, ou soit une victoire à domicile de Nice, qui serait... Voilà, mais on sent bien que les débats sont quand même équilibrés. On a quand même affaire au 4e contre 6e, mais qui se tiennent sur 3 points. Donc pour moi, c'est un match vraiment qui sera intéressant. Un match peut-être à 6 points. Il y a un petit match également dans le match, puisque Galtier était l'entraîneur l'année dernière de Lille, adversaire ennemi juré des Lensois. Ça aussi, il y a une petite revanche dans l'air. Mais on regarde également, pour vous faire encore une idée plus précise de cette rencontre, l'historique des confrontations, des 89 confrontations entre les deux formations. Regardez, vous voyez que c'est très très équilibré et ça corrobore un petit peu ce que je disais, match ouvert, pronostic ouvert, même l'historique est très très équilibré, 33 victoires lensoises, 32 pour Nice et 24 matchs nuls. Patrice Basile. C'est un match qui va être passionnant à suivre parce que c'est vrai que là, c'est 2 équipes qui ont les mêmes qualités quasiment, qui ont envie de jouer au football, qui sont vers l'avant, vers l'offensive. On a un Lens effectivement qui a bien commencé le championnat, qui a un petit peu patiné à la fin, mais qui reste une équipe redoutable à tous les niveaux. On a un Nice qui effectivement a battu Rennes. Et après a perdu contre Strasbourg. Donc, alors il y a aussi un élément important dans lequel il faut tenir compte. C'est la présence ou pas de Delors. Et Delors est de retour. Donc pour Nice, si on ajoute Attal et Dolberg qui sont assez en forme aussi, ça peut faire quand même quelque chose d'intéressant. Donc a priori, comme ils jouent chez eux, avec un public quand même qui est assez fervent, donc je pense qu'ils ont plus la cote. Donc je mettrais Nice en vainqueur potentiel, sachant que Lens également, ils ont un absent de taille, c'est Kakuta, qui est quand même un joueur important chez eux. Donc compte tenu de tout ça, je mets Nice vainqueur. Je rappelle également que toutes les équipes qui font un gros match contre le Paris Saint-Germain ont du mal à enchaîner par la suite. Les Lensois qui ont fait un gros match contre Paris, ils étaient pour moi très clairement, ils méritaient même la victoire. Et derrière, ils ont perdu et ils ont gagné, c'est vrai, en Coupe de France, mais en championnat, c'était compliqué. Donc attention quand même du côté de Nice. C'est vrai que du côté de Nice, il y avait une période un peu difficile. Il y avait eu une défaite contre Metz, à domicile, une défaite contre Strasbourg. Entre les deux, il y avait le match contre Paris qui avait fait 0-0.
Et depuis ce moment-là, c'est un peu reparti. Il y a une victoire contre Rennes à l'extérieur et puis une victoire à Cholet en coupe. Donc ça va un peu mieux. Et Lens, ils avaient eu une série de matchs nuls aussi, dont le match contre Paris. Et puis après, c'est un peu rebondi. Et la défaite à Lens, mais la victoire en coupe. Il y a eu surtout cette belle victoire de Nantes contre Lens. Lens qui menait 2-0. Oui, avec le retournement de situation et ils ont perdu. Après Lens, je trouve qu'on les voyait un peu trop bons en début de saison. Il y a des gens qui me parlaient de Lens en Ligue des Champions. Moi, j'avais jamais trop cru. Et puis avec l'absence de Kakuta, je pense que ça va être difficile parce qu'il manque ce régulateur là au milieu du jeu. Donc là-dessus, Nice. Clairement, moi je les vois finissant dans les 3 premiers, c'est pas impossible, donc je les vois vainqueurs sur ce match-là. Je vais jouer la victoire à domicile. Le match numéro 4 de cette grille est à mettre entre parenthèses. Jusqu'à l'heure à laquelle nous parlons, il est fortement possible que ce match soit annulé pour cause de Covid, puisque 14 joueurs des Girondins de Bordeaux sont malades, donc ont contracté le Covid. Donc il n'est pas certain que cette rencontre ait lieu. Mais en tout cas, on va en parler. Bordeaux qui accueille Lille et Lille qui reste sur une série de 4 victoires consécutives face aux Bordelais. Et on va tout de suite regarder l'historique des rencontres entre ces deux formations pour voir bien tout simplement qu'il y a eu 124 confrontations, il y a eu 51 victoires des Girondins de Bordeaux, 38 pour Lille et 35 matchs nuls. En tout cas, en ce moment, depuis quelques années, Lille a bien voyagé à Bordeaux, il faut le savoir. Et avec, on va dire, un petit trait commun, l'entraîneur actuel de Lille a entraîné les Girondins de Bordeaux. Il avait juste avant Poyet, il avait eu la destinée des Bordelais, au moins il y avait un peu d'argent à Bordeaux. Donc à plus d'un titre, ça sera un match qui sera, on va dire, pas spectaculaire, mais en tout cas en jeu peut-être psychologique. Et pourquoi ? Parce qu'il y a aussi du mieux chez les deux équipes. Que ce soit en coupe, Bordeaux c'est baladé 10-0 en Coupe de France contre les jumeaux, je crois, une équipe voilà. Mayotte. Des Mayotte, donc voilà, ils se sont fait un peu de bien pour la confiance. Et Lille aussi, ça c'est bien depuis la qualification en Champions League, on sent voilà, une équipe qui même en championnat c'est des complexes, David et les autres. Voilà. Donc c'est pour ça que je mettrais une victoire à l'extérieur de Lille tout de même. Bon, sachant qu'avec le mieux, puisque j'ai dit, il y a eu quand même 2 matchs où Bordeaux a tenu la Giota à Lyon, je crois, et a gagné contre 3. Bon, peut-être qu'il peut avoir aussi un match nul. Un match nul, si Bordeaux arrive peut-être à égaliser ou à contenir les assauts lillois, mais c'est vrai que petit avantage à Lille quand même. Alors, soit un match nul, soit un match annulé. Alors. Également, ce serait bien pour les deux peut-être. Non, alors en fait, c'est vrai que ce match est un petit peu spécial parce que Lille, champion de France, qui est en 11e quand même, hein, face à un Bordeaux qui jusqu'à présent nous avait fait pas le figure, on peut dire ça, et puis qui finalement se remet un petit peu dans les rails. On avait fait l'analyse la fois dernière que Bordeaux avait une des meilleures attaques du championnat. Et je pense que s'ils arrivent à modifier un peu leurs problèmes de défense, ça peut très vite basculer de l'autre côté et faire de cette équipe peut-être une équipe qui peut revenir au milieu du tableau. Et Lille, par contre, Lille, effectivement, commence à retrouver une certaine carburation par rapport à l'année dernière. Et je pense qu'ils ont eu du mal à digérer leur titre. C'est clair et net. Bon, ils participent aussi à 2 championnats, enfin 2 compétitions qui sont donc la Champions League et le championnat de France. C'est pas facile à mener. Il faut un gros banc. Donc, oui, effectivement, sur le papier, on peut dire que Lille est favori. Mais Bordeaux, on le sait quand même, marque beaucoup de buts et est capable de faire un match sympathique. Donc peut-être effectivement que sur ce match-là, il faut miser le nul. Parce que d'un côté comme de l'autre, on a des avantages et des faiblesses. Donc peut-être que effectivement, c'est peut-être le nul qu'il faut viser. Donc voilà, pour Lille-Bordeaux, match nul. C'est vrai qu'en termes de série, là, Bordeaux, il y avait eu 2 défaites, ils ont fait un nul, après ils ont fait 2 victoires, donc ils sont en train de se redresser. Bon, parmi les 2 victoires, il y a la fameuse victoire à 10-0, donc ça à prendre en compte. Et côté Lillois, ils sont vraiment en forme, hein. Sur les 5 derniers matchs, on a 4 victoires, un nul, le nul contre Lyon. Après, c'est des victoires quand même assez probantes, hein. Une à l'extérieur contre Wolfsburg en Coupe d'Europe, une contre Rennes. Enfin, moi je trouve qu'ils ont un peu retrouvé l'état d'esprit au moins mental qu'ils avaient l'année dernière. Peut-être pas encore les mêmes jambes, mais dans la tête c'est pas mal. Donc comme Bordeaux, j'aime les jouer à domicile, je mets tout le temps le nul, donc je vais garder le nul. Ça va porter chance depuis le début. Et puis une victoire de Lille à l'extérieur, pourquoi pas.
le double. Victoire de Lille à l'extérieur, pourquoi pas, ou encore match nul pour Guillaume Michaud, bien évidemment, comme à chaque émission. On va compiler tout ça et en fin d'émission, on va vous proposer la synthèse de nos amis parieurs. Les amis, on se retrouve dans quelques instants, dans un court instant même, j'ai envie de vous dire, pour la deuxième partie de cette émission. Et promis, on va se rendre dans le chaudron. Retour sur le plateau de la feuille de match, et bien évidemment avec Maître Pascal Bon, habillé en Père Noël, comme moi-même vous direz, ainsi que Patrice Basile et Guillaume Michaud. Les amis, on est prêts, on veut vous faire gagner ce soir les 500 000 €, histoire de passer les fêtes tranquillement et surtout des fêtes au chaud. On va poursuivre la descente de la grille, et pour le coup, on ne va pas au chaud, on va dans le froid du Forez, direction Saint-Etienne, pour un certain Saint-Etienne-Nantes. Saint-Etienne qui n'a plus battu Nantes à domicile, les amis, depuis le 30 novembre 2018. Mais j'ai quand même envie de dire que je suis, je vais dire Duprat, première action, parce que, ils ont un Saint-Sauveur. Enfin, il n'est pas de Capesterre-Bello, mais il s'appelle Pascal Duprat. Et c'est un homme à poigne, et je pense qu'il peut réussir à galvaniser les Stéphanois. Maître Pascal. Oui, il a un excellent prénom, c'est vrai, Pascal Duprat. Et il a fait ses preuves. Et on regarde également tout de suite, d'ailleurs, l'historique des rencontres entre Nantes et Saint-Etienne, pour vous donner une idée. Ça s'affiche tout de suite, voilà, ça y est. Il y a eu 101 confrontations. Ouais, c'est équilibré quand même, hein, mais c'était les clubs, ce sont les clubs qui ont fait l'histoire de la France du football. À l'époque de Loïc Amis pour Nantes et compagnie, ça tournait du côté de Nantes. Et puis les Verts, dont on ne parle plus, puisque tout le monde connaît l'épopée des Verts dans le football français. Donc 31 victoires pour les Verts, 39 pour les Nantais et 31 matchs nuls. Oui, le titre indique des Verts pas mûrs. Donc c'est vrai que c'est un match où on peut, je l'ai dit, avec Pascal Duprat, s'attendre à une équipe... Saint-Etienne un peu dans la révolte. En Coupe de France, ils ont gagné Lyon, mais pas le bon Lyon. Ils ont gagné du Cher. Donc c'est quand même une victoire qui fait du bien dans l'esprit, dans le rendu. Mais je sens quand même qu'elle entre dans une meilleure disposition à la fois technique et psychologique pour remporter le match à l'extérieur. Alors je dis, comme il y a du mieux et comme il y a cet aspect entraîneur nouveau, on peut peut-être serrer et glaner un match nul. Mais moi, je vois plutôt donc, une victoire des Nantais. De rang aussi, 25 points, 10e contre le dernier. Même s'il a 3 points de Lyon, pas très loin. Pas très loin pour Saint-Etienne. Je vois quand même une victoire à l'extérieur de Nantes ou à la limite de match nul. Les anciens se rappelleront qu'effectivement, Saint-Etienne-Nantes, c'était une affiche extraordinaire à l'époque, comme PSG Marseille aujourd'hui ou d'autres. Et c'est vrai qu'il y a un antagonisme entre ces deux clubs, et je pense que Saint-Etienne aura à cœur de tenir la dragée haute à ce Nantes qui, aujourd'hui, mais a une belle équipe, puisqu'on parle de Colombiani, Moses Simon, Coco, qui font les beaux jours de cette équipe aujourd'hui, malgré tout. On sent que Nantes, quand même, a du mal à trouver la bonne carburation, parce qu'ils ont des hauts et des bas. Et Saint-Etienne, il revient de tellement bas que je vois pas où est-ce qu'il pourrait descendre encore. Donc, plus bas, c'est déjà le sous-sol. Donc c'est vrai que Dupraz arrive au bon moment, je pense. Et que je pense que cet homme-là, qui a sauvé d'autres, qui a réussi des miracles à l'époque contre Toulouse, aura peut-être trouvé les mots pour que cette équipe ressorte un petit peu du marasme dans lequel ils sont tombés depuis quelques temps. Et peut-être qu'effectivement, ce match sera un petit peu une sorte de déclic. On a un Guadeloupéen qui s'appelle Masson qui joue là-bas, et on doit effectivement se dire que Saint-Etienne ne mérite pas de descendre en Ligue 2 l'année prochaine. Donc je pense que ce serait de bon augure qui gagne ce match, même si ça sera compliqué contre un Nantes qui a quand même de gros atouts dans son jeu. Donc ce sera un match intéressant, palpitant. Alors moi je mettrais ce match-là en match nul, parce que c'est vrai qu'on peut très bien se retrouver avec un match avec beaucoup de buts, mais finalement nul. Donc finalement, oui, pourquoi pas, match nul entre Saint-Etienne et Nantes. Mais c'est vrai que je pense Nantes a un petit avantage, ils seront, je pense, favoris. Sur les 5 derniers matchs, il y a 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite, et des victoires contre Lens ou Lorient, c'est quand même pas mal.
un match nul contre Lille. Saint-Etienne, c'est que des défaites ces 5 derniers matchs, hormis le match de Coupe de France qu'ils ont emporté contre Lyon-la-Duchère. Ce qui est pas mal parce que Lyon-la-Duchère, c'est un nom qu'on entend souvent quand en Coupe de France. Ils arrivent souvent assez loin, donc c'est une belle victoire contre finalement un rival. Mais malgré tout, je vais jouer la victoire de Nantes ou l'effet du Praz avec un match nul, un bon 0-0 pour rassurer tout le monde, c'est pas impossible. Donc nul ou victoire extérieure. Le match suivant, Monaco-Rennes. Monaco-Rennes, c'est une belle affiche de cette grille numéro 84 du Paris Sport Loto Foot 15. Rennes qui n'a plus gagné à Monaco, tenez-vous bien, depuis le 7 octobre 2018. Moi, je vois bien, je préconise une couverture complète pour ce match, puisque pour le coup, on va le voir d'ailleurs avec Guillaume, on va commencer par Guillaume. La météo est bonne pour les deux clubs, là, puisque ça tourne bien d'un côté comme de l'autre. On va regarder aussi, et d'ailleurs tout de suite, l'historique des rencontres entre les deux formations, avant d'aller chez Guillaume. On va la regarder, et ça s'affiche sur votre écran, 96 confrontations. Il y a eu 52 victoires de Monaco, 25 pour Rennes et 19 matchs nuls. Mais en ce moment, il fait beau un peu sur les deux sur le Rocher, mais également en Bretagne. Alors Rennes, c'était plutôt pas mal. Ils ont eu une grosse série. Les 5 derniers matchs à 3 victoires, mais attention, il y a quand même 2 défaites surprenantes contre Nice, et ils se sont fait surprendre à domicile. Et notre surprise, ils s'étaient fait surprendre sur le même score 1-2 contre Lille. Donc à domicile, bon là c'est une autre configuration, en plus Rennes se déplace. Et Monaco, sur les 5 derniers matchs, a aussi 3 victoires, donc c'est plutôt pas mal, un nul, une défaite. Donc c'est assez positif. Il y a la victoire contre le Red Star, la seule défaite c'est contre le Paris Saint-Germain. Donc moi je vois un match ouvert, je pense que les deux équipes vont vraiment jouer au foot et je me dirais soit une victoire de Monaco, soit on retrouve le Rennes qu'on a vu ces dernières semaines et ils sont capables de battre Monaco. Donc une victoire de part et d'autre. Oui, vous avez raison mon cher Ronny, c'est vrai que c'est un match extrêmement ouvert, tout est possible, c'est clair. Donc je vous suis sur l'histoire de la couverture complète parce que les deux équipes, pour moi c'est un choc, ce match-là c'est un choc. Bien sûr. Avec deux équipes qui sont actuellement dans une dynamique positive. Monaco effectivement qui a retrouvé un jeu efficace, qui a des résultats, et un Rennes qui a été un rouleau compresseur pendant très longtemps et qui, effectivement, même s'ils ont marqué le pas sur ces derniers matchs, mais ils ont un effectif qui fonctionne bien. Donc tout est possible et moi je préconise, pour ceux qui peuvent, de mettre la couverture complète. Et puis ceux qui ne peuvent pas, je dirais que, allez, on donne un petit avantage à Monaco parce que Monaco joue à domicile et que Monaco a des arguments effectivement offensifs qui sont peut-être un peu plus efficaces et encore. Donc je laisse les parieurs choisir. Dur ça. Oui, ouais, ça c'est le match pour moi. Ah ouais, c'est bien le jackpot. Comme on dit dans Dallas, malheur à celui... Casino Royal. Ah ouais, Casino Royal. Non, malheur à celui qui perdra. Et je pense que ça sera dans les têtes. C'est pour ça que dans ce premier temps, je verrai une espèce de neutralisation, pas prendre trop de risques parce qu'on sait la valeur de l'adversaire. Bon, c'est le dernier match aussi avant la trêve. Est-ce qu'il faut à ce moment-là chercher la rupture des ligaments croisés? Non. Je pense qu'ils vont essayer de contrôler sans se faire doucher derrière. Et pour moi, s'il fallait, parce que je suis d'accord aussi pour la couverture complète, bien évidemment, parce qu'on a des équipes qui sont qualifiées en Coupe d'Europe, dans leur compétition européenne respective. Et on a aussi 2 belles attaques. Moi, je ne pense pas que ce soit l'avantage à Monaco. Moi, je pense à Terrier, à Doku, à Laborde. Moi, je pense que, alors, un peu comme on voit maintenant les matchs par séquence, à partir du moment où Rennes mettra un impact très tôt, s'il marque tout de suite, ça va être compliqué pour Monaco. Si Rennes patine un peu et laisse Monaco placer son jeu, je trouve que il faut du temps à Ben Yedder, et il faut toujours qu'il y ait un exploit individuel ou au milieu de terrain qui fasse la différence, alors que Rennes, s'ils mettent déjà très rapidement leur jeu en place, ils peuvent aller par rafale. Donc on peut avoir une belle victoire à l'extérieur de Rennes, une victoire aussi de Monaco, ce serait aussi de bon ton, même si on voit bien un 8e contre le 3e avec que 5 points de différence. Encore un match à 6 points pour moi entre ces deux équipes. Vous voyez, si Monaco gagne, c'est très mieux pour moi. Je suis Marseillais, j'ai pas envie que Rennes me dépasse. Mais c'est un match qu'il faut avoir une couverture complète sérieusement sur cette grille.
Messieurs, merci. Match suivant, match numéro 7 entre Lyon et Metz. C'est peut-être là la surprise de la grille. Metz qui a mis fin la saison dernière à une série de 8 défaites consécutives face à ses joueurs lyonnais. Historique des rencontres entre les deux formations pour étayer bien évidemment nos propos, nos pronostics. 49 victoires pour Lyon, 28 pour Metz. Il y a eu 16 matchs nuls. Au total, 93 confrontations entre les deux équipes. C'est sûr que sur le papier, on peut dire Lyon, lapsus peut-être révélateur d'ailleurs, on peut dire Lyon sur le papier, mais les Lyonnais ne sont pas si sereins que ça en ce moment et surtout à domicile. Il y a toujours un petit couac côté lyonnais, donc peut-être que Metz peut tirer les marrons du feu, non? Oui, on peut avoir une... Voilà. Bon, après c'est vrai qu'ils sortent d'une défaite en coupe face à Bergerac, c'est quand même pas un adversaire de renom, voilà. Bon, ils ont perdu au tir au but. Bon, c'était pas si voilà, c'était plutôt pas falichon. Est-ce qu'ils auront à cœur un peu d'arriver en guerrier et se lâcher face à Lyon? Il y a de fortes chances, ils n'ont rien à perdre. Hein. Voilà, s'il faut prendre un risque, peut-être sur ce match-là. Parce qu'on a une équipe de Lyon qui fonctionne par cours alternatif, en tout cas ces jours-ci. Je ne sais pas trop voilà, où on est l'entraîneur un petit peu dans ses certitudes. On va dire en termes de tactique, je pense qu'il pioche un peu. Donc il va peut-être compter sur ce match-là pour avoir une surprise. Comme on en a eu beaucoup ces temps-ci sous nos grilles. Et puis il ne fait pas très très beau du côté de Lyon en ce moment avec toutes les affaires qui se passent en dehors du terrain. On a Juninho qui a annoncé son départ, on a les supporters lyonnais qui sont infects en ce moment et qui donnent donc un mal de crâne terrible à Jean-Michel Aulas. Donc c'est compliqué du côté de Lyon. Moi je pense que oui, on peut dire que Lyon perd son fil en ce moment, hein, parce que déjà 13e, comment Lyon peut être 13e avec toute l'ambition que cette équipe a en termes de volonté de rentrer de devenir une des meilleures équipes de France et d'Europe. Non, en plus ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs, je crois. C'est un match compliqué à pronostiquer parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si les joueurs de Lyon n'ont pas lâché leur entraîneur, on ne sait pas si le boss en question tient toujours la baraque, on ne sait pas ce qui se passe à l'interne parce que c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes. Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, on a l'impression qu'il a perdu un peu le contrôle de son club. Donc tout ça, c'est compliqué et on a un Metz qui, va jouer sans complexe ce match-là, sachant que c'est le grand Lyon et que quand on joue un grand Lyon, c'est comme le PSG, on y va à fond et qu'ils ont battu Lorient 4-1 et que pourquoi pas, effectivement, aller créer la surprise chez eux. En plus, on sait que Lyon a tendance un petit peu à choisir ses matchs, sous-estimer ses adversaires. Donc, alors, petite précision quand même, Paqueta, qui n'était pas là ces jours-ci, revient. Et Paqueta, c'est un peu comme Payet. C'est-à-dire que quand il est là, ça change un peu les choses. Et quand il n'est pas là, c'est un peu plus pâle. Donc, et Cambi est là aussi. Donc, allez, sur le principe, sur le papier, évidemment, Lyon est forcément vainqueur potentiel. Mais je suivrai peut-être mon ami Pascal en disant que pourquoi pas une surprise. Donc pourquoi pas essayer de faire vainqueur pour Lyon et vainqueur peut-être pour Metz si on peut avoir les deux paris possibles. Voilà qui devrait faire plaisir à notre ami du côté du Moule, il va se reconnaître. Et en tout cas, il était le but du Paris FC en coupe. Ah oui. Ah ouais. Même au niveau inférieur, il joue au foot. Et il joue au foot. Et vous avez vu il y a un match là où il y a un joueur qui a mis deux buts là. Il voit qu'il joue en National 2. Il a mis 2 super buts. Oui. Non. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis le nom de l'équipe. C'est vrai, il y a eu le niveau Ligue 1. De toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui sont en Ligue 2 et qui sont capables de jouer en Ligue 1. Oui, on pense à Giroud, à Ribéry, ces gens-là ont joué en Ligue 2, ils avaient un niveau plus que la Ligue 1 pour le coup, tu vois. Donc pourquoi pas. Par rapport à la Ligue 1, c'est que Lyon, c'est pas terrible en ce moment. Sur les 5 derniers matchs, il y a 3 nuls, une victoire, une défaite. Et puis avec les problèmes avec Juninho, avec Boss, finalement ça se passe pas si bien que ça. Et de l'autre côté, Metz, il y a 2 victoires, 2 défaites, un nul. Le nul, c'est finalement une défaite contre Bergerac. Donc c'est assez trompeur. Moi j'ai vu le match Metz-Lorient. Ils ont gagné 4-1 et les gars ils ont tiré 4 fois au but et ils ont cadré 3 frappes. Donc c'est un peu... Metz, c'est pour moi l'équipe ascenseur. Je les vois tout le temps remonter, redescendre. Je crois que ça va être la même chose cette année. Ils sont déjà 18e, ils sont presque à la bonne place. Et je veux tenter le coup lyonnais parce que j'attends le retour de Paqueta. Effectivement, je pense qu'il apporte beaucoup et que ils vont essayer de finir sur une belle note. Donc victoire de Lyon pour moi.
Match suivant, match numéro 8, Montpellier-Angers. Angers qui n'a battu Montpellier que 4 fois au cours de son histoire, mais une seule victoire angevine du côté de Montpellier. Regardez également l'historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez voir que les Montpelliérains mènent largement, 11 victoires à 4. Il y a eu 8 matchs nuls au terme des 23 confrontations entre les deux formations. La logique, encore une fois, voudrait que les Montpelliérains l'emportent, mais bon, la logique va-t-elle tenir du côté de Montpellier avec des Angevins qui sont bien évidemment dans le dur et qui ont bien évidemment envie de prendre des points, d'engranger des points parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en deuxième partie de saison. C'est ça. Moi, je vois une équipe, on a deux équipes qui sont joueuses. Voilà, il n'y a que 3 points qui séparent ces deux équipes, mine de rien, même si c'est le 5e et le 9e. Angers a eu quelques difficultés un peu surprenantes demain ces jours-ci. On n'attendait pas, on était à une confirmation. Et puis ils nous ont déçus, ils nous ont niqué nos grilles, pour le dire, les Angevins. Il a changé. Et voilà, et c'est vrai que Montpellier, elle confirme, est plutôt une valeur sûre entre nos pronostics en ce moment. Et pourtant, je reste sur un match ouvert. Je reste sur un match ouvert parce qu'effectivement, on peut retrouver l'enjeu de début de saison. Sur ce match-là, juste avant la trêve, se faire plaisir à l'extérieur. Ils peuvent doucher les Montpelliérains, mais Montpellier, c'est une équipe qui s'installe doucement, je l'ai dit, avec ce milieu de terrain qui chatouille l'équipe de France, les portes de l'équipe de France. On peut compter aussi sur Montpellier à domicile. Donc, match soit gagnant, ou soit match perdant, parce que le visiteur fera le job. Alors moi je pense que Montpellier sur ce match-là est favori parce que ils sont dans une pente ascendante en ce moment, donc il faut en tenir compte quand même. Ça fait 3 matchs qu'ils gagnent, donc 3 victoires, et je trouve que leur équipe est très équilibrée. Ils ont un attaquant qui met dans Savanier, qui est de plus en plus efficace, qui a toujours été très efficace, mais à Montpellier, je trouve qu'il a vraiment évolué, il a vraiment progressé. Ils ont Mavididi aussi, Mollet, qui sont des joueurs très adroits devant le but. Et donc, ça fait du résultat puisqu'ils sont 5e. Donc, et puis, à l'inverse, on a Angers qui, aujourd'hui, marque un peu le pas. Ils ont été battus par Clermont la semaine dernière, donc ils nous ont fait déjouer aussi. On a une équipe qui se cherche un peu. Je trouve qu'ils ont raté leur second souffle. Et franchement, je préfère voir Montpellier jouer que Angers, parce que je trouve qu'Angers aujourd'hui est plus dans la défensive et n'a pas vraiment un football très original, très alléché. Donc je dirais que sur ce match-là, Montpellier en plus à domicile est redoutable. Donc je mettrai Montpellier pour moi sans aucun problème vainqueur de ce match. C'est vrai que Montpellier en ce moment c'est la forme quand même. Il y a ce 5 derniers matchs, il y a 4 victoires et une défaite. La défaite c'était contre Lyon. Ils ont enchaîné des victoires contre Metz à l'extérieur, Clermont à domicile, victoire à Brest 4-0 quand même, alors que Brest était l'équipe en forme à ce moment-là. Puis dernière victoire en coupe contre Andrézieux 1-0, donc ils ont fait le taf. L'autre côté Angers, ça va pas super fort. Il y a 3 défaites, un nul, une victoire, avec une défaite assez humiliante en Coupe de France contre l'Inas Montlhéry. Donc je pense que mentalement c'est pas le top dans la tête des Angevins. Et comme ils se déplacent à Montpellier avec Tégis Savanier qui distribue, qui tape des coups francs, il fait tout. Donc j'ai pas l'emporte à domicile tout simplement, assez facilement. Vas-y. Le dernier match avant la deuxième pause de l'émission va opposer 3 à Brest en 9 déplacements. Brest n'a gagné qu'à 3 reprises à 3. Brest qui veut terminer l'année en beauté, ça tombe bien. Toi aussi. Donc pour le coup, je vois bien une petite victoire du côté de Brest. Une victoire brestoise ou encore un match nul sur ce match-là. On va regarder aussi, si vous le permettez, messieurs, l'historique des rencontres entre les deux formations historiques qui va s'afficher dans quelques instants. Voilà, vous avez 7 victoires pour Brest, 5 matchs nuls et il y a eu donc 5 victoires pour les Troyens au total des 17 confrontations entre ces deux formations, des confrontations bien évidemment dont la majorité se sont déroulées en Ligue 2. Vous l'avez bien compris. Oui, ce match-là, pour moi, c'est un match que doit remporter Brest à l'extérieur. Bon, après ce qu'ils ont pu produire contre moi déjà à Marseille, je ne comprendrais pas qu'ils puissent avoir une déconvenue face à une équipe, mais je veux dire, ça fait un mois et demi, au moins un mois et demi qu'on n'a pas trouvé le petit sentier de la victoire.
Qu'est-ce qui fait qu'ils sont 17e, hein. C'est vraiment, alors qu'il y a Touzard, il y a Baldé, il y a Gerson, il y a Gerson aussi, il y a des attaquants, il y a de quoi à toi. Pourtant, il y a même Rabi. Et il y a même un champion du monde. Un peu fêtard, ouais, mais bon, beau gosse. Le beau gosse a dit Rami, mais ça ne suffit pas, visiblement. Et même à domicile, je ne crois pas qu'il puisse impressionner. Allez, face au gros, c'est compliqué, mais Brest, quand même, devrait confirmer avec ses forces, même à l'extérieur, face à 3. Moi, je vois une victoire nette de Brest à l'extérieur. Alors, je ne vous l'avais jamais dit, mais mes grands-parents maternels sont brestois. Et j'ai vécu 3 ans à Brest. Donc, je connais le crachin breton. Je connais le tonnerre aussi, non? Le tonnerre breton, le tonnerre de Brest. Donc, c'est une équipe qui m'a toujours tenu à cœur. Bon, ils ont longtemps végété en division inférieure. Et puis, aujourd'hui, ils ont une équipe qui se bat. Et c'est vrai que autant au début d'année, c'était une équipe qu'on mettait dans les équipes bof. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui aligne 6 victoires consécutives quand même, donc qui a retrouvé en fait une sorte de constance. Ils ont trouvé la recette qu'ils n'avaient pas trouvée au départ, alors qu'ils ont un effectif qui permet quand même d'assurer une place à Migri, on va dire, puisque c'est vrai que quand on voit Cardona, Mouni, Honora, ce sont des joueurs qui marquent. En fait, ils n'ont pas un buteur précis, mais ils en ont plusieurs. Et c'est ce qui fait leur force. Soit c'est pas l'un, c'est l'autre. Et ils alignent des buts. Et aujourd'hui, ça fait le résultat. Et c'est vrai que face à 3, qui est une équipe aujourd'hui qui vraiment qui a de plus en plus de mal et qui probablement va finir en Ligue 2 l'année prochaine, je pense qu'ils ont toutes les chances d'aller faire un résultat là-bas et de continuer leur belle série, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc moi, je mets Brest vainqueur également. C'est vrai que les temps sont pas faciles, pour 3. Sur les 5 derniers matchs, il y a 3 défaites, 1 victoire et 1 nul. Et côté Brestois, c'est un peu l'opposé. 3 victoires, 1 défaite, 1 nul. Sauf que les derniers matchs pour Brest, il y a eu la défaite à domicile 0-4 contre Montpellier. Moi j'appelle ça un accident de parcours, parce que c'est vrai que dans la production, j'adore les deux. Romain Fèvre et Honora, ils sont extraordinaires, je trouve. C'est des noms qui méritent d'être un peu plus connus. Et d'ailleurs, on parle de Fèvre au Milan AC quand même, donc ça veut dire que le gars il a tapé dans l'œil de certains scouts. Donc on lui souhaite d'être transféré, même si d'un côté on aimerait le voir plus longtemps en Ligue 1. Donc pour moi, c'est un match pas évident, déplacement difficile pour Brest. On retrouve le Brest qu'on a eu les semaines d'avant, ils vont gagner, ils vont plier le match, ils vont le porter facilement. Ou alors un match nul si on retrouve le Brest de début de saison. Donc les deux sont possibles. Merci Guillaume, on se retrouve les amis dans quelques instants, court instant encore une fois, une page de pub et on revient ici en studio pour la suite et la fin de cette feuille de match consacrée à la grille numéro 84 du Parion Sport l'Autofoot 15, et après le chaudron de tout à l'heure, je vous promets un autre chaudron et vous allez voir. Eh bien ça y est, nous sommes de retour sur le plateau de la feuille de match avec nos amis Patrice Basile, Maître Pascal Bon et Guillaume Michaud. Nous sommes bien évidemment aux couleurs de Noël pour mettre un peu de gaieté dans vos cœurs, et une gaieté qu'on pourrait également parfaire en fin d'émission si tant est que nous vous aidions à remporter justement les 500 000 euros du pactole de la grille numéro 84 du Loto-Foot 15. Nous allons, je vous l'avais dit, on allait dans un autre chaudron, et bien on va à Clermont-Ferrand, dans l'Auvergne, et justement, nous allons Clermont qui reçoit Strasbourg pour le match numéro 10. Clermont invaincu face à Strasbourg depuis le 6 mars 2009. Mais j'ai le sentiment quand même que les hommes de Julien Stéphan vont bien en ce moment et ont envie également de terminer l'année en beauté. Et pourquoi pas un petit coup là-bas? En tout cas, je ne les vois pas perdre là-bas. Donc pourquoi pas un match nul ou encore une victoire des Strasbourgeois? On va regarder tout de suite l'historique des rencontres entre les deux formations. Je salue notre ami Bruno Perruche en régie, bien évidemment, qui concocte tout ça. Et donc il y a eu 2 victoires pour Clermont, 3 matchs nuls, et regardez bien, il y a eu 3 victoires pour les Strasbourgeois. Alors on est sur ce match-là, on a normalement une opposition très déséquilibrée, et devant la bonne santé, dans une dynamique qu'on connaît, celle de Strasbourg, on pourrait dire que bon voilà,
Allez, c'est bouclé, victoire extérieure de Strasbourg. Et bon, voilà. Et on va dire que grille après grille, après les convenus, je te dis, il faut trouver des matchs où peut-être qu'on a des surprises. Comme disait votre ami, il faut qu'on prenne des risques. Ouais. Et moi, j'ai dit ce match-là, il y a un petit piège à Clermont. Clermont ne va pas se laisser embarquer, prendre une balise. Je pense qu'on peut tomber sur un bon ou un piètre, je ne sais pas, match nul. Pour moi, c'est ce match nul de la grille. S'il faut prendre un risque sur le match nul, c'est ce match-là, parce que je ne vois pas Clermont céder. On sait comment ils savent jouer au ballon. Ils ont eu des déconvenus. Les défaites qu'ils ont eues, souvent, c'est des défaites avec des scores très, 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 très proches. C'est pas des valises. Hein. C'est juste qu'à chaque fois, il manquait un petit plus. Donc je vois pas Clermont se laisser balader à domicile. Soit un Strasbourg-Clermont, peut-être. Mais là, je me dis que ce match-là, même si on sait ce que Strasbourg peut produire en ce moment, peut-être que dans un excès de bonhomie, on arrive en seigneur à Clermont, ils vont se mordre les doigts en mettant des poteaux et des pieds carrés. Vous savez que depuis le début du championnat, j'ai toujours été très élogieux vis-à-vis de Clermont et je rejoins mon ami Pascal là-dessus. C'est vrai que c'est une équipe qui me plaît parce que elle a toujours essayé de jouer l'offensive à fond, de marquer des buts le plus possible. Malheureusement, avec l'effectif qu'ils ont, ils ont du mal effectivement face à des équipes plus huppées. Et c'est pour ça qu'ils sont 16e. Mais à mon avis, ils ne méritent pas d'être 16e. Ils mériteraient d'être plus haut parce qu'ils ont fait des super matchs. Malheureusement, ils ont perdu de justesse plusieurs matchs. Ils ont battu dernièrement Angers encore, alors qu'on pensait qu'avec le temps, ils se seraient essoufflés. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui fait plaisir à voir et qui mériterait de s'en sortir, à mon avis, de rester en Ligue 1. Bon, maintenant, tout dépend des autres équipes. Alors, il y a Strasbourg. Alors, Strasbourg, en ce moment, c'est vrai que c'était la dynamique positive. Bon, ils ont pris un petit coup avec Marseille parce qu'ils se sont retrouvés sur un os, avec un super but de l'attaquant marseillais là, qui leur a coupé un petit peu les jambes. Et c'est vrai que, mais quand même, ils ont une équipe aujourd'hui qui a trouvé vraiment un vrai allant, une vraie dynamique, cette équipe de Strasbourg. Et je pense que ça va être un beau match contre Clermont. Et je rejoins encore une fois mon ami Pascal. C'est vrai que Clermont ne va pas se laisser faire comme ça. Ça peut être un match nul, comme ça peut être une victoire de Clermont, comme ça peut être une victoire de Strasbourg. La logique voudrait qu'on dise que Strasbourg va gagner. Mais c'est vrai que Clermont peut créer la surprise. Alors peut-être un nul. Moi je mettrais nul et victoire de Strasbourg. Comme ça, on assure. C'est un match pas facile à pronostiquer. Alors Strasbourg sera favori parce qu'effectivement sur les derniers matchs il y a 3 victoires, un nul, une défaite et des victoires assez probantes. À Nice notamment il y a eu un 0-3 donc très intéressant. Et côté Clermont il y a 2 victoires, 2 défaites, un nul. Donc c'est un peu mitigé. Mais ils ont été très rassurants en Coupe de France. Ils ont mis un 4-0. Bon, pas contre une grande équipe mais bon ça rassure un peu. Ça sent le match piège pour moi, clairement équipe joueuse qui aime bien jouer contre des équipes joueuses justement et Strasbourg c'est fort mais c'est peut-être pas l'équipe la plus forte du championnat donc là-dessus je sens ce match un peu spécial. Donc le triple, je pense qu'il va y avoir des rebondissements. Ah ouais, carrément. Je sens. Match numéro 11 et c'est parti pour nous. Un petit tour donc en Espagne et en Italie pour terminer cette grille et puis terminer l'année, messieurs, en beauté. L'Athletic Bilbao reçoit le Real Madrid pour le match numéro 11 de cette grille. C'est un match avancé de la 21e journée. Le Real qui surfe sur une vague de 4 victoires consécutives et surtout 13 matchs sans défaite face à l'Athletic. C'est comme ça qu'on dit l'Athletic. Que disent les Basques. Moi, je ne vois pas en tout cas les Madrilènes perdre dans ce match-là, surtout en déplacement. Les Madrilènes sont plutôt costauds. Donc, pour moi, je pense que ça va être quelque chose d'assez vite réglé pour les Madrilènes. Une victoire ou encore un match nul. Regardons quand même l'historique des rencontres entre ces deux formations. On va découvrir que c'est hyper déséquilibré puisque 74 victoires pour le Real de Madrid, 30 pour l'Athletic Bilbao et 26 matchs nuls, messieurs, entre ces deux formations. Je n'y crois pas une seule seconde. Là encore, il faut prendre des risques. Pourquoi ? Parce que je m'en réfère au dernier match. Moi, j'ai trouvé ce match était extraordinaire. Enfin, il était beau en tout cas, entre le Betis et Bilbao. Alors, je vais dire deux choses. Déjà, on a ce qu'on appelle deux phénomènes. On appelle les frères Williams. Inaki. Et son frère aussi, qui joue au milieu de terrain. Ah, c'est son frère, je sais, il y a un gars qui joue ensemble sur le terrain. Les gars sont deux frères qui jouent. Voilà. Alors, on fera un film avec Will Smith, ça va quelques années. Alors, ça me rappelle un attaquant que vous avez un peu à Paris, c'est des mecs, bon, voilà. Quand ils font le geste juste,
ils sont impressionnants. Ils ont beaucoup de déchets, mais Inaki, il est impressionnant. Il va très très vite. Moi, je pense qu'il va poser des problèmes à la défense madrilène. Alors, je ne vois pas une victoire de Bilbao à domicile, mais je vois, comme c'est fait en plusieurs matchs aussi, où on voyait le Real gagner tranquillement, s'arrêter sur un 1-1 ou un 2-2. Parce que je dis, ils sont très très rapides en contre. Et moi, j'aime bien ce qu'ils produisent. Et autre chose, et si vous observez bien depuis le championnat, c'est vraiment l'équipe qui prend la gratter. C'est-à-dire que même le Barça s'en souviendra. Face aux grands, il faut se battre pour pouvoir gagner. Bilbao, c'est pas l'équipe qui vient en victime expiratoire. Donc, je vois pas le Real Madrid se balader, même s'ils vont arriver confiants parce que tout va bien. Et oui, comme je dis, en ce moment, du milieu de terrain aux attaquants, chacun a la possibilité de la mettre. On retrouve notre Allemand aussi qui est très bon en ce moment. On a aussi le petit Belge qui revient, un petit peu. Hazard revient un petit peu. C'est un peu timide, mais il revient. Et puis on a aussi les autres attaquants espagnols qui sont très affûtés aussi. Donc moi je vois qu'il y aura des différences, mais en tout cas je vois bien soit une victoire à l'extérieur de Real, ou bien un match nul, parce qu'il y aura une équipe Bilbao qui va vraiment jouer au ballon et qui va vraiment tenir un peu la baraque. De toute façon, Real Madrid, c'est comme PSG. Attendu. Voilà. Le Real Madrid aujourd'hui domine le championnat espagnol, n'a pas de concurrent véritablement. Barcelone ayant disparu, Atlético de Madrid n'étant plus le Atlético qu'on connaît. Donc Real aujourd'hui, c'est le favori logique. Et tout comme le PSG, quand on joue contre le Real, on joue à fond, on joue crânement sa chance, surtout quand on est à domicile. Malgré le fait que c'est une équipe Real Madrid qui est invaincue depuis Noni Dono. Je veux dire, je ne compte même plus le nombre de fois, depuis combien de temps ils n'ont pas été battus. Donc j'espère juste que quand on va les rencontrer PSG, ils auront un petit peu une baisse de régime. Mais là, pour l'instant, je ne vois pas comment on peut les battre à la régulière, sauf si effectivement ils ont des absents. Bon, Benzema pour l'instant ça va, Vinicius ça va aussi. Ils ont un milieu de terrain qui est super fort. Donc oui, la seule chose qui peut arriver, c'est qu'ils sous-estiment cette équipe de Bilbao, que Bilbao réussisse un match parfait. Et là, effectivement, ça peut être la surprise. Donc logiquement, moi je mets Real Madrid évidemment vainqueur. Et puis éventuellement, je mets un petit nul au cas où il y aurait une résistance assez importante. Voilà. C'est vrai que Bilbao, historiquement, c'est une des grosses équipes d'Espagne. En ce moment, c'est assez moyen. Il y a 2 nuls, 2 défaites, une victoire sur les derniers matchs. Une victoire probante contre Séville, mais il y a des défaites contre l'autre Séville. Donc ils ont battu le Betis, ils ont perdu contre le FC. Donc voilà, et puis le Real, c'est le rouleau compresseur, même en Europe. Je pense que c'est une des équipes qui gagne le plus souvent actuellement. Les 5 derniers matchs, il y a 4 victoires en nul. Il y a quand même un nul contre Cadiz lors de la dernière journée. Donc attention, ils ne marquent pas tous les matchs. Ouais. Par contre, ils prennent aucun but. C'est-à-dire Courtois, actuellement, c'est le meilleur madrilène. Il sauve tout. Sur les 5 derniers matchs, il y a 0 but. Et attention, sur les 5 derniers matchs des deux côtés, donc il y a eu un Real Madrid, Atlético Bilbao, qui a déjà été joué début décembre. Et ça a été une victoire du Real déjà, 0. Donc je pense que ça va être à peu près la même chose et je vois un petit 1-0 du Real, victoire à la Ancelotti. Voilà, on fait le taf et puis on part en vacances, quoi. Petit crochet par l'Italie pour le match numéro 12 qui va opposer l'Empoli au Milan AC. Empoli qui ne compte que 4 victoires en 30 matchs face à cette équipe du Milan AC. A priori, là, messieurs, oui, pour jamais affamé dans ce match-là. Puisque je vois pas Empoli poser de problème au Milan AC. Le Milan AC qui a besoin également de points pour rester au contact de son rival interiste. Et historique des rencontres entre les deux formations. Là aussi, on regarde ça avec notre ami Bruno. Il y a eu 16 victoires pour le Milan AC, 4 pour Empoli et 10 matchs nuls entre les deux formations. Ronny, ce match-là encore, pour moi, c'est un match piège. Parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais l'équivalent en Italie. Empoli, c'est une équipe qui est 9e. Donc ça veut dire qu'il y a des fois aussi, elle te sort des gros matchs. Non pas forcément contre... que les modestes, puisqu'eux aussi ils ont fait le braquage complet à Napoli il n'y a pas longtemps, avec Controne, leur attaquant de pointe.
Donc ils savent aussi faire des hold-up qui font qu'ils ont des matchs assez intéressants qui leur permettent de ne pas être quand même de la première partie de tableau, 9e, peut-être en chatouillant même des grands européens, pas loin de Juventus et compagnie. Donc Empoli c'est qui sérieuse. Donc il va falloir que Milan AC s'y emploie, ils ont ce qu'il faut. Bon, ils ont un petit peu à en ce moment aussi, hein. Vous avez vu le but de Kessié une fois, bon. C'est pas toujours hyper chatoyant dans leur rendu technique. Bon, après, c'est vrai qu'ils auront à cœur de pouvoir recoller l'Inter, parce que l'Inter est en train de s'envoler. Tout doucement, mais on retrouve l'Inter, vous avez vu, un début de championnat un peu timide, un peu moribond, et puis là, tout rentre en place, finalement. On a peut-être les joueurs qui étaient un peu blessés, un peu peut-être sous leur valeur réelle, sont revenus. Donc attention Milan à Empoli. Victoire de Milan AC, mais je sais pas. On pourrait mettre une petite banderille quand même sur Empoli. Oui, je suis assez d'accord avec Pascal, puisque effectivement, Empoli c'est une équipe qu'on ne connaît pas. C'est vrai que c'est pas un nom très prestigieux, mais n'empêche que effectivement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, ça fait 6 matchs qu'ils sont invaincus. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Et puis d'un autre côté, on a Milan AC qui est en bagarre avec les deux autres, c'est-à-dire je parle Naples et Inter. Mais qui connaît quelques petits ratés depuis quelques temps, parce que c'est vrai qu'ils ont un effectif intéressant, mais ils ont des matchs un petit peu chaotiques. Ils ont perdu dernièrement contre Naples, donc c'est quand même important. Donc ils ont perdu 6 points, puisque c'était un match à 6 points. Donc moralement parlant, ils ne sont pas au top. Donc oui, pourquoi pas, Empoli peut créer la surprise. Alors peut-être pas gagner, mais au moins faire un match nul contre cette équipe de Milan AC, pardon. Où il y a effectivement un Ibrahimovic qui est un peu l'arbre qui cache un peu la forêt. Bon, il y a Giroud qui revient, mais bon, est-ce que Giroud aujourd'hui est capable de faire la différence autant qu'avant? Donc c'est vraiment un match compliqué, comme tu l'as dit Pascal, c'est un match qui pose problème pour les parieurs que nous sommes. Donc prenons un petit risque et mettons effectivement un match nul sur ce match, parce que Milan AC n'est pas du tout sûr d'arriver en grand vainqueur potentiel. C'est un match qu'on regarde dynamique, c'est super intéressant et surprenant. Empoli, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires, 2 nuls. Oui. Il y a le braquage contre Naples quand même, bravo à eux. Et l'AS Vérone, qui est une équipe qui a posé beaucoup de tort à d'autres grands du championnat. Sassuolo aussi, ils ont gagné Sassuolo. Ils ont gagné à Sassuolo, ils ont battu 3-4 hélas. Donc, et c'est pas une équipe qu'on regarde tous les week-ends évidemment, mais bon, il y a le Patrick Coutronnet. Donc c'est sympa à voir quand même. Et Milan, début de championnat, Tony Truant, ils gagnent tout comme Naples, ils font la course en tête, et puis l'Inter revient un peu dans le jeu, et peut-être qu'ils étaient partis un peu trop fort, je pense. Là, c'est un peu le classement qui revient au bon endroit. Milan, sur les 5 derniers matchs, de victoires, de défaites, un nul, et des défaites contre des gros, contre Naples et contre Liverpool, match nul contre Udinese, mais Milan ne perd pas contre les petits depuis le début du championnat, et Empoli, ça reste quand même petit, et puis Coutronnet, il fera pas ça à son ancien club, quand même, ça se fait pas. Donc je vois Milan l'emporter, et puis comme c'est un club que j'apprécie en plus, ça fait de bonnes raisons. Le Milan AC qui revient quand même d'une défaite, une contre-performance, on dira, puisque c'était quand même tiré par les cheveux. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de la rencontre entre le Milan AC et le Napoli. Napoli, justement, match numéro 13, le Napoli qui accueille Spezia Calcio après le Milan AC, donc désormais rejoint. Voilà, Naples veut se rapprocher de l'Inter et à mon avis, les Napolitains ne feront qu'une bouchée de cette formation de Spezia Calcio. On va regarder également l'historique des rencontres entre ces deux formations. Regardez, il n'y a pas photo, messieurs, il y a eu 7 confrontations, 6 victoires pour le Napoli et une seule pour Spezia Calcio. Donc là aussi, l'affaire est la cause est quasiment entendue, maître. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain parce que. Quand même. Bon, je vais peut-être un peu souffler un peu. Le chaud, le froid. Non, mais pas parce que tu pourrais dire, un peu l'herbe sous le pied, mais c'est couper l'herbe sous le pied. Mais c'est vrai que ce match-là, encore une fois, il y a des équipes comme ça qui vont jouer le match de leur vie face à un gros qui doit dérouler. Mais effectivement, bon, il y a quand même, à part Osimhen qui sera absent peut-être, normalement on a Lego Insigné, et puis Ospina en ce moment il est en forme, c'est lui qui des fois sort les gars du mauvais pas, on a un bon gardien, on a pour lui. Donc moi une victoire quand même à domicile, mais attention même à la Spezia. Ils ont des fois coincé des gros, je crois que même le Milan ou il y en a un de gros qu'ils ont un peu coincé en début de championnat. Donc
Donc victoire de Naples quand même à domicile, mais ça sera pas un déroulé, voilà, peut-être un 2-0, peut-être. Allez. Non mais c'est vrai que c'est encore une fois un match qui paraît comme ça facile sur le papier. C'est vrai que Spezia, on pourrait dire que c'est un peu une sorte de réservoir à points pour ceux qui ont besoin. Et Naples en a besoin parce que Naples est en pleine bagarre contre l'Inter pour essayer de reprendre sa première place. Ils sont, je crois, à égalité avec Milan. Donc c'est un championnat très très ouvert qu'on a cette année en Italie. Et c'est vrai que le problème de Naples, mon cher Pascal, je crois qu'à part Insigne, il y a aussi Osimhen qui est absent. Ouais. Et même Koulibaly, je ne suis pas sûr qu'il joue. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même une équipe qui est assez décimée. Pour finir, pour essayer de gagner des points. Bon, même si Spezia n'est pas une équipe, surtout à domicile, qui va être compliquée à battre, mais quand même, attention. Donc oui, moi je mets évidemment Naples vainqueur, mais ce ne sera peut-être pas une problème de santé, comme on a l'habitude de dire, quand on joue le 17e. Voilà. Naples, c'est un peu ralenti ces derniers temps, on en parlait tout à l'heure. Il y a 2 victoires en nul, 2 défaites sur les 5 derniers matchs, avec des défaites surprenantes contre Empoli, on vient d'en parler. Aussi une défaite à domicile contre Bergame, donc voilà, ils sont pas impériaux en ce moment. Et Spezia, c'est une catastrophe depuis le début de saison. 5 derniers matchs, il y a 4 défaites en nul. Le nul, c'est un match nul à Sassuolo. Ils ont affronté des gros de ces derniers temps quand même. Ils sont déplacés à Roma, ils ont perdu 2-0. Ils sont déplacés à l'Inter, ils ont perdu 2-0. Ils sont déplacés à Bergame, ils en ont pris 5, ils en ont marqué 2. Donc déplacement à Napoli, je crois que ça fera le même résultat. Et puis bon, il manquera Insigne effectivement et Osimhen. Mais il reste quand même Mertens qui marque quand même ces temps-ci. Et Lozano, le petit jeune Mexicain qui a marqué en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, contre l'Allemagne. Ah oui. Ça fait trembler toute la terre à l'époque, donc il sera sûrement là. Donc voilà, pour moi, victoire de Napoli à domicile. Victoire du Napoli à domicile pour Guillaume Michaud. Le dernier match de la grille, on retourne en Espagne, mes chers amis. Grenade qui accueille l'Atlético de Madrid. C'est une espèce de retour dans le passé puisque c'est 2 matchs en retard de la 9e journée de la Liga. 3 victoires consécutives et 21 matchs sans défaite. Voici donc le bilan des Colchoneros, donc des 21 dernières confrontations entre cette formation de Grenade et celle des Colchoneros. Donc bon, a priori là encore une fois, messieurs, pour moi c'est de l'affaire réglée, vite emballée, cette histoire entre Grenade et l'Atlético de Madrid, même si les Maclassiers ne vont pas très très bien en ce moment, ça tourne pas très rond du côté de l'Atlético de Madrid, mais bon, je les vois bien gagner, quand même franchir l'écueil, on dira, Grenade. Mais justement, je pense que, et j'y réfléchissais, on a eu beaucoup de matchs de Ligue 1. Et puis quelques matchs étrangers, c'est que des matchs piégeux. Pareil, là on parle d'affiches, le 5e contre le 15e, donc on se dit, bon ben voilà, affaire dans le sac. Alors que moi je vois 2 dynamiques différentes. Justement, on voit une dynamique qui est plutôt intéressante à Grenade, avec un attaquant, il y a un trident, Bacca, l'homonyme Luis Suarez et Molina qui sont très 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 bons. Peut-être que défensivement il y a une problématique, mais en tout cas, il y a une attaque Grenade qui est très très satisfaisante. En face, on a des incertitudes. Voilà, ça grippe un peu, la machine est un peu grippée. Donc je vois plutôt que la dynamique est plutôt en faveur de Grenade. Attention, ils viennent de passer 4 à Mallorca. Donc c'est une équipe qui peut être 15e, mais qui joue au ballon et qui a des prétentions offensives intéressantes. Donc face aux Allemands, parce qu'on le voit, ils attaquent beaucoup, mais des fois derrière Atletico, c'est un peu la porte ouverte là, c'est le jeu de tradition. Donc attention. Donc voilà, un match encore très compliqué. Faut parler encore. Il dit juste, il est un peu lucide là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas prendre une petite bille sur Grenade? Voilà, peut-être de match nul, mais en tout cas, si l'Atletico gagne, ça ne sera pas par un score large et fleuve. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai que l'Atlético de Madrid déçoit depuis quelques temps. C'est vrai que l'Atlético de Madrid, qui était réputé pour être une équipe rugueuse, qui ne perdait pas facilement, qui était difficile à battre, qui allait chercher les premières places, qui luttait contre Barça et compagnie, c'est un petit peu passé. Et en plus, il y a une information dont il faut tenir compte, c'est que je crois que Griezmann sera absent parce qu'il est suspendu. Donc tout ça faisant, c'est vrai que Granada n'est peut-être pas le petit mouton qui va se faire manger par le gros méchant loup. Et donc oui, c'est un match qu'on peut qualifier de piège.
Et à partir de là, peut-être qu'on peut miser sur un nul. Une victoire de Granada, peut-être pas, parce que Atlético quand même ont une défense assez importante. Donc pour aller les battre, c'est quand même pas rien, mais faire match nul, oui, pourquoi pas. Donc oui, un match nul là-dessus me paraît très très judicieux. C'est ça que, Patrice, les dynamiques sont assez surprenantes. Sur côté Grenade, il y a 3 victoires en une défaite sur les 5 derniers matchs. Donc c'est plutôt intéressant, avec des victoires à 4 ans contre Mallorca notamment. Et Atlético Madrid, ils ont affronté des gros, ça s'est pas très bien passé. Il y a 3 défaites, 2 victoires, des défaites contre Séville, contre Madrid et contre Mallorca justement. Ils ont perdu à domicile contre Mallorca, donc on pourrait se dire, ça finalement le favori, est-ce que c'est pas Grenade? Là, je m'appuie un peu sur l'historique, sur les derniers matchs. Ils sont affrontés 34 fois ces deux équipes, et il n'y a que 4 victoires pour Grenade, et elles datent des années 70, donc ça fait plus de 40 ans que Grenade ne s'est pas imposé face à l'Atlético Madrid. Et puis je joue sur ça, les gars, ils ont un peu d'orgueil à Madrid, ils n'ont pas perdu depuis 40 ans, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont perdre. Donc voilà, je joue là-dessus, sur le côté psychologique. Est-ce qu'on peut revoir justement l'historique des rencontres entre ces deux formations, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais regardons encore une fois, 4 victoires, vous l'avez vu, 4 victoires seulement pour Grenade, 23 pour l'Atlético Madrid et 7 matchs nuls entre les deux formations. Bon, effectivement, l'historique parle de lui-même, mais effectivement, le football, il n'y a malheureusement que la vérité du terrain qui compte, et ça, personne ne peut le contredire. Donc, c'est vrai que je trouve que, il faut le dire, on est un peu chauvin. Neymar, il est plutôt constant. Alors, il n'est pas super en forme, tout ça, mais par rapport aux autres autour de lui, je trouve que lui, il garde une certaine espèce de bonnes prestations vers le haut. Parce que là, il se mue soit en passeur, soit en tireur de corner, mais toujours pas décisif, ou en tout cas dangereux. Ce sont des caviars, alors qu'on sent que les autres, là, entre Suarez et puis João-Félix, qui est méconnaissable, il rate tout, voilà, c'est un peu compliqué. Non, moi je pense qu'on est en fin de cycle, tout simplement. C'est une équipe qui a besoin de se renouveler, peut-être que l'entraîneur aussi a besoin de se renouveler, ça fait peut-être un peu longtemps qu'il est là, et puis voilà, et puis c'est tout, c'est ça le problème. Neymar, ça fait plaisir, parce qu'on l'avait presque enterré il y a la saison dernière, tout le monde disait il va partir où, un peu comme Martial en ce moment d'ailleurs. Et finalement, le gars, il a relevé la tête, il a bossé, et voilà. Il est titulaire. Il est titulaire. Oui. Comme quoi, ne lâchez pas. Merci, messieurs. En tout cas, ça y est, c'est parti. On a fini cette partie-là. On va passer maintenant à Parole à la défense, juste avant de retrouver la synthèse qui va globaliser un peu tout ça et vous proposer une grille qu'il va falloir valider, je le rappelle, avant demain, demain mercredi, donc à 13h55, puisque les matchs débutent à 14h. Ce sont des matchs de Ligue 1 prioritairement qui sont, vous l'avez vu, sur cette grille numéro 84. Parole à la défense, c'est tout de suite. Maître Pascal Bon, votre client, on vous l'avait dit, on vous réserve la surprise. Eh bien, il s'agit de Gérard Lopez, accusé de publicité mensongère. Qu'allez-vous plaider? Je vais plaider sursis avec mise à l'épreuve. Sursis probatoire. Pour plusieurs raisons. Premièrement, présentons, nous avons affaire à Gérard Lopez, qui est le dirigeant actuel des Girondins de Bordeaux. Et le clin d'œil aujourd'hui, peut-être le choix de l'accusé, c'est aussi parce qu'il y a une confrontation qui est un petit peu cocasse entre Bordeaux et Lille, avec un ancien président de Lille qui se retrouve nouveau président de Bordeaux. En difficulté. Il est parti aussi un peu poussé, on va dire, pour être poli. Alors qu'à la fin de l'année, Lille se retrouve champion. Bon, voilà. Donc un peu un petit côté buzz et sulfureux, je l'ai dit aussi, avec aussi un petit clin d'œil parce qu'on a aussi Gouvernet qui a été entraîneur des deux équipes. Et puis aussi parce qu'on attend beaucoup de ce match-là, parce qu'on y a du mieux depuis quelques temps à Bordeaux et on est sur la question de la survie du club, carrément, semaine après semaine. Et c'est vrai que forcément on parle souvent du dirigeant et donc du PDG de Bordeaux. Il est accusé de quoi? Il est accusé de publicité mensongère, donc quelqu'un qui donc aurait utilisé des moyens permettant donc de tromper en tout cas ceux qui sont dans l'attente d'un certain résultat.
qui a été prônée, donc une promesse un peu déraisonnable. Alors cette accusation tient aussi, je pense, parce qu'il y a aussi, et c'est ma première observation dans cette défense, c'est la particularité de ce type de président. Il vient marquer aussi une nouvelle époque, mes chers téléspectateurs, c'est celle du classique président qui avait son chéquier, qui avait sa fortune personnelle et qui venait dépenser, attendait béatement la fin de saison pour faire les comptes avec son expert comptable. Non, là, avec Gérard Lopez, on a une nouvelle race de présidents, plutôt dans l'esprit, puisque je regarde un petit peu, on parle de sa formation, c'est un mec qui vient du trading, c'est un homme d'affaires qui a été formé dans ce monde-là, et donc là, on est plutôt sur des spécialistes en opération et en montage, pour à la fois savoir parfois prendre des risques, gagner, mais aussi perdre, et parfois aussi s'endetter. Et j'y viens, il a laissé une ardoise effectivement à Lille parce que dans le nouveau paradigme un petit peu des clubs de foot, il est de ceux qui s'est un petit peu habitué à racheter il vient du trading, donc il vient racheter des clubs qui sont en difficulté, puisqu'il est propriétaire aussi de Boavista, qui est en seconde division au Portugal, et qui donc fait espérer aussi un retour Boavista d'ici quelques temps, parce que c'est un club mythique qui se retrouve c'est un peu comme Pascal Dubras, donc achète les clubs en difficulté pour les remonter. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est aussi sa patte, c'est aussi dans son paradigme, dans son schéma financier, c'est un peu à l'exemple de ce qui se passe à l'Arsenal. C'est-à-dire que le pari, dans les montages, effectivement, parce qu'il s'est rendu compte, et je l'ai dit, pourquoi ? Parce qu'on change de paradigme, on ne peut plus se contenter de la billetterie, des droits TV, tout ça. Il faut aussi, et ce qui se passe un peu dans tous les clubs aujourd'hui, c'est pas que lui qui l'a inventé, c'est réussir à avoir des pépites, les faire exploser et les revendre au plus cher. Et c'est ce qu'il a fait plus ou moins à Lille pendant les années où il était dirigeant là-bas, avec plus ou moins de réussite, c'est-à-dire cette capacité à faire gagner le club en faisant émerger donc des talents et en pouvant engranger de grosses plus-values, pouvoir tenir le club vers les sommets. Donc ça, c'est la deuxième observation. La troisième observation, c'est de dire que, attention, mémoire, historique, on oublie. Pourquoi il est accusé aussi de publicité mensongère, c'est par rapport à la situation de Bordeaux. Alors, je dis qu'il faut être patient et je prône le sursis, parce que, rappelez-vous, il ne s'agissait pas d'une reprise classique, il s'agissait de sauvetage. À quelques jours de la fin du championnat et la reprise du championnat cette année, Bordeaux devait carrément être en Ligue 2. Normalement, c'était ça. Donc, c'est déjà aujourd'hui que nous soyons satisfaits de voir encore Bordeaux jouer en Ligue 1. Donc c'est ce qu'il promet. Alors je vais prendre l'exemple, l'analogie avec un peu ce qui se passe dans l'immobilier. Des fois, effectivement, et c'est un peu le reproche qu'on peut lui faire, c'est que quelqu'un va acheter un gros domaine, mais il a juste l'argent pour pouvoir acheter ou faire la saisie IMO. Mais il n'a pas encore les fonds pour pouvoir faire le ravalement, pour pouvoir redouer le boisson de l'habitation. Et c'est vrai que ça sa difficulté aujourd'hui, je l'ai dit, comme c'est pas un style de président qui prend dans sa poche et qui a des sous, finalement, il joue un peu sur les cavaleries financières pour pouvoir avancer. Et donc, il est très dépendant des résultats intrinsèques du club. Si Bordeaux plonge, bah oui, là, je pense qu'il aura véritablement perdu. Mais c'est vrai que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les supporters en sont derrière lui parce qu'ils sont reconnaissants du fait que Bordeaux est encore là, encore en Ligue 1, malgré les difficultés. Alors lui, il dit qu'il va falloir du temps. Mais aussi, et j'y viens, ce sera faire un clin d'œil, ce sera mon dernière observation. Pourquoi on peut aussi comparer un peu ce qu'il a fait à Lille et ce qu'il fait à Bordeaux en si peu de temps? Il me semble qu'il n'a pas la même équipe. Et dans l'équipe, il y avait M. Campos, Luis Campos, qui a participé à sa réussite parce qu'il était très très affûté dans le recrutement. C'était le directeur de recrutement. Au détour du départ de Juninho, il est pressenti du côté de l'As. Donc il va peut-être récupérer cette pépite-là. Et je pense que dans sa capacité à être un dirigeant avec un staff qui permet de pouvoir gagner sur tous les plans, il lui manque ça à Bordeaux pour pouvoir aller plus loin. D'ailleurs, je finis par là, même on va dire déjà, l'entraîneur actuel de Bordeaux, il a aussi ses limites. On sent bien aussi que
Voilà, c'est pas encore. C'est vrai qu'il n'a pas été, a été décisionnaire des recrutements cette année, mais on sent bien qu'il y a quelque chose aussi au-delà de son mental, la manière de pouvoir un peu galvaniser les troupes pour quelques matchs. Il y a un problème aussi d'entraînement, d'entraîneur aussi à Bordeaux. Donc à mon sens, donnant du temps, qui lui va trouver les moyens de pouvoir. Et je pense que c'est ça. Je dis, c'est un homme qui vient des nouvelles technologies et du trading, donc il va peut-être faire venir des investisseurs pour la fois finir d'éponger ces dettes qu'il a laissées à Lille, parce que je pense que ça pèse un peu, ça pèse aussi, parce que ça gronde aussi à Boavista. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que Bordeaux. On a un petit peu une délicatesse par rapport à lui, mais donnez-lui du temps, parce qu'en même temps, il a su donner quand même cet espoir, cette envie à Bordeaux de pouvoir, se maintenir. Donc il reste encore, on est à mi-chemin, il reste encore les matchs retour. Attendons ce que Bordeaux va pouvoir produire, puisqu'il y a des joueurs, qui jouent bien, il y a du mieux depuis quelques semaines. Attendons, et puis on verra son bilan. On pourra le juger définitivement autour de juin 2022. Merci Maître Pascal Bon, Patrice Basile. Oui, je suis d'accord avec Maître Bon. J'espère que Bordeaux s'en sortira. J'espère que Bordeaux, qui est une institution, d'ailleurs qui me fait penser à Marius Trésor, notre compatriote, qui vit sa retraite là-bas pleinement. J'espère que Bordeaux restera l'équipe qui a fait rêver des tas de Français et qui a révélé des Zidane, des Dugarry, d'Archeville, tout des Archeville, etc. Voilà, c'est tout ce qu'elle mérite, c'est de s'en sortir. David Sommeil aussi. Voilà, David Sommeil. Zidane aussi, un petit peu. Absolument. Dugarry. Tout le monde. Exactement. Lizarazo. Oh non, même Bordeaux était une place forte du football. Voilà, tout à fait. Jean-Christophe Touvenel. Je me rappelle de ces gars-là. Je me rappelle de ces gars-là, moi. Et ça suce aussi, non? Non, ça c'était Cannes et Paris. Paris Ouais. Jean-Luc Sassus, oui. Parce que j'aime bien ce parcours parce qu'il était. Ah non, mais Bordeaux, c'était les Baptistons, les Giresse, Tigana, c'est Bordeaux, quoi. C'était Bordeaux, quoi, les gars. C'est une place forte du football français. Guillaume ? Je partage vraiment l'avis de Pascal, il m'a même appris des choses que je ne savais pas forcément. Et l'année dernière, finalement, il jouait quoi, le maintien. Cette année, il joue quoi, le maintien. Donc finalement, il n'a pas fait pire que ce qu'il était l'année dernière, déjà d'abord. Et puis même par rapport à Messiens, ils ont même 2 points d'avance sur le dernier relégable. Ils sont dans le paquet des 5 derniers, grosso modo. Et sans comparer avec d'autres clubs comme Saint-Etienne, on peut se dire que c'est pas si mal que ça aurait pu être pire. Donc on va attendre, parce que ça qu'il n'y a que 3 points d'écart des fois, on va attendre la fin de saison, mais je les vois. Parce que là, ils ont juste un problème de défense, l'attaque est là. Ils arrangent ça, je pense qu'ils vont se maintenir. Je suis sûr à 90% qu'ils seront là l'année prochaine. Merci messieurs, on va maintenant passer à la synthèse des pronostics et on va vous proposer une grille qui vaut 96 € avec 5 doubles et 1 triple, 96 € pour ce Parion Sport Loto-Foot 15 numéro 84. Il y a 500 000 € à gagner pour peu que vous validiez cette grille avant ce mercredi à 13h55. Lorient, Paris, Saint-Germain. Nous vous proposons le 2. Marseille, Reims, le 1. Nice, Lens, le 1 et le 2. Bordeaux, Lille, le N et le 2. Saint-Étienne, Nantes, le 2. Monaco, Rennes, le 1, le N et le 2. Et je crois qu'on a été pratiquement unanime à le dire. Lyon-Metz, le 1. Montpellier-Angers, le 1. 3. Brest, le N et le 2. Clermont-Strasbourg, le N et le 2 également. Athletic Bilbao, Real Madrid, le N et le 2. Empoli, Milan AC, le 2, autant pour moi, le 2. Naples, Spezia Calcio, le 1. Et enfin, Grenade contre l'Atlético de Madrid, le 2, une victoire des Matelassiers à l'extérieur. Je vous rappelle quand même que cette grille est à valider avant ce mercredi 13h55. Donc diffusion, bien évidemment, on se retrouve ce soir, mais on se retrouvera également dans la journée de mercredi avec cette émission et juste avant que vous alliez valider votre grille. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos amis, aux téléspectateurs ? Surtout un joyeux Noël, de bonnes fêtes, et surtout leur dire que si vraiment ils veulent absolument gagner cet argent, il faut qu'ils aillent sur l'application La Feuille de Match, où tout est résumé, tout ce que nous venons de dire aujourd'hui est résumé, avec toutes les explications, les détails, les pronostics, les informations, tout ce qu'il faut pour bien jouer pour demain, puisque c'est demain déjà, et qu'à ce moment-là, on espère qu'une chose, c'est que ce Noël sera un très bon Noël pour tout le monde.
Oui, moi, une mention spéciale quand même à l'équipe des jeunes avocats. Nous avons fait un match assez sérieux contre les flics et les policiers de Basse-Terre avec en pointe notre patron, Oudi. Donc, les étirements, les gars, vous vous reposez et puis on reprend l'année prochaine pour pouvoir confronter d'autres équipes qui nous attendent très durement. Mais en tout cas, joyeux Noël à tous et bonne fête. Tout ça, donc, effectivement, avec beaucoup de sobriété et de sagesse. Voilà, je vais souhaiter un peu la même chose qu'à mes confrères, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis bon, le foot s'arrête en Ligue 1. Mais vous pourrez toujours voir des matchs de Boxing Day là, en Angleterre. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes tout simplement. Merci messieurs, mais moi aussi je vous souhaite un joyeux Noël déjà, de bonnes fêtes d'une manière générale. Et puis on se retrouve en 2022 avec une santé de fer, tout simplement. On va pas dire le reste. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et puis comme d'habitude, ce qui va suivre va forcément vous intéresser. Restez bien sur Éclair TV. La suite des programmes, c'est tout de suite.